Bon, merci beaucoup pour cette invitation. Donc, j'ai fait le parti de parler principalement des tumeurs primitives du foie. Alors, cette année est sortie les nouvelles guidelines de l'ASL, l'Association européenne d'études du foie. Donc, on comprend que le carcinome hépatocellular est quand même encore une maladie fréquente, avec la France en particulier, qui est le 3e pays où c'est le plus fréquent. Alors, vous trouverez dans ce papier des données concernant ce qu'on doit faire dans les tumeurs primitives du foie, donc le carcinome hépatocellulaire. Je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais c'est des données qu'il faut avoir en tête parce que c'est vraiment là-dessus qu'on fait de l'évidence-based médecine dans le domaine. Vous connaissez probablement ce diagramme qui est le diagramme du BCLC. Le diagramme du BCLC, c'est ça qui définit les règles de bonne conduite dans le domaine des tumeurs primitives du foie. C'est quelque chose qui avait été développé en Espagne par M. Bruix. Et vous voyez que, en fait, plus ce BCLC progresse dans le temps, plus la partie sous-jacente au diagramme augmente de taille. Ce qui veut bien dire qu'on est dans quelque chose qui est de plus en plus dans de la médecine personnalisée. Et ce BCLC, à mon avis, va assez rapidement se faire remplacer par des ordinateurs qui vont nous aider à prendre des décisions. Il y a quand même un point clé dans ce BCLC, et ça j'attire votre attention là-dessus, c'est que jusqu'à présent, l'hypertension portale était une contre-indication à la chirurgie hépatique de manière générale. Et aujourd'hui, dans le BCLC, il est admis que chez les patients qui ont une hypertension portale, on pouvait réaliser des hépatectomies limitées chez des patients qui n'ont pas un MEL de trop important. Donc on a un risque de mortalité, mais il n'est pas totalement délirant de faire de la chirurgie hépatique mineure dans l'hypertension portale. Voilà pour le papier important dans le domaine du CHC au sens large, puisque ça embrasse non seulement la médecine, mais aussi la radiologie et la chirurgie. Autre méta-analyse qui, à mon avis, est très importante dans le domaine des tumeurs primitives du foie et en particulier de la cirrhose, c'est que vous savez qu'aujourd'hui, et ça va dans le sens de l'hypertension portale, on avait vraiment deux populations de malades, des populations de malades qui avaient une hypertension portale, une population de malades qui n'avaient pas d'hypertension portale, et finalement, cette donnée qualitative, oui, non, est en train d'être remplacée par des données quantitatives qui sont l'élastométrie du foie. L'élastométrie du foie, c'est un outil qui permet de mesurer la fibrose du foie, soit par échographie, soit avec un fibroscan. Et il y a maintenant pas mal de séries qui rapportent ça. Ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, lorsque vous avez une élastométrie au-dessus de 15 kPa, eh bien, on ne peut pas opérer les malades facilement. C'est un vrai risque. On a rapporté très récemment dans Surgery une série à Paul Brousse qui va dans le même sens. Donc, le fibroscan va être un outil qui va s'imposer dans la prise en charge des tumeurs du foie. C'est un outil qui n'est pas très cher, qui existe sur les échographes aussi. Et donc, pensez-y, ça remplace de manière très claire l'hypertension portale au sens large. Alors, une étude amusante qui n'est pas sortie dans un grand journal, mais qui pour moi est importante parce qu'elle est originale et elle remet sur le devant de la scène quelque chose qui avait été un peu oublié, c'est le problème de la splénectomie, le problème du volume de la rate. En fait, cette équipe coréenne, japonaise, a repris 160 patients opérés entre 2004 et 2016 en fonction, pour des CHC de moins de 5 cm, moins de 3 nodules, et a regardé le pronostic en fonction du volume de la rate. Et vous voyez que si la rate a un volume supérieur à 100 cc, donc une splénomégalie, eh bien, vous avez supérieur à 300 cc, une splénomégalie, vous avez des résultats qui sont indiscutablement moins bons, non seulement en termes d'overall survival, mais en termes de recurrence-free survival. Donc le volume de la rate qui finalement témoigne de la partie hyperdébile de l'hypertension portale a un impact sur la mortalité et la récidive. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on fait chez des patients qui ont moins de 70 000 plaquettes et une splénomégalie, c'est-à-dire un volume de rate supérieur à 300 cc et une splénectomie, eh bien on obtient des résultats intéressants puisque dans cette série, 22 patients ont eu cette double approche, 30% où ils ont fait le foie et la rate en même temps, et 70% chez qui ils ont fait la rate et un mois plus tard le foie, tout sous Célio. La première chose, c'est qu'on voit que le fait d'enlever la rate améliore la fonction hépatique. C'est quelque chose qui était connu
mais un petit peu dans des cercles autorisés, si j'ose dire. Et vous voyez que la bilirubine s'améliore, les plaquettes remontent évidemment. Et comme il y a un lien entre plaquettes et fonction hépatique, vous améliorez la bilirubine. Et ce qui est intéressant, c'est que la splénectomie permettait finalement d'améliorer les choses. Et on retrouvait dans le groupe des splénectomies des résultats qui étaient identiques à ceux qui avaient une petite rate. Donc je trouve que c'est un papier qu'il faut prendre avec toutes les précautions, puisque c'est un papier rétrospectif, c'est un papier sur une petite série, mais un patient qui n'a pas beaucoup de plaquettes, qui a une très grosse rate et qui est plutôt pas mal, eh bien dans un pays où la transplantation hépatique n'est pas accessible, je pense qu'il n'est pas déraisonnable de se poser la question de la splénectomie. Évidemment, si vous avez la transplantation donnera de meilleurs résultats. C'est un message important. Un autre papier qui est sorti cette année, c'est le problème de la sous-estimation des patients avec un carcinome hépatocellular sur cirrhose. C'est un papier avec beaucoup de malades, 4000 malades dans un bras, 300 malades dans un centre, donc ils ont mixé tout ça. Et le point important, c'est celui-là. Ça veut dire que lorsqu'on regarde la pièce d'hépatectomie totale après une transplantation, eh bien dans 42% des cas, on a sous-estimé le nombre de lésions et on retrouve plus de lésions sur la pièce d'hépatectomie que ce qu'on pensait sur les examens préopératoires, avec une incidence importante. Ça ne change rien lorsque, évidemment, on parle de la transplantation puisqu'on enlève tout le foie, mais ce qui rapporte à côté, c'est que en chirurgie, eh bien, on a des taux de récidive particulièrement importants sur les 2 ans. Et la conclusion du papier, c'était de dire le problème de la chirurgie dans les tumeurs du foie, c'est un problème de sous-évaluation du nombre de lésions. La preuve en est, c'est que dans 40% des cas, lorsqu'on fait une transplantation, on a plus de lésions que ce qu'on pensait avoir sur le bilan préopératoire. C'est pour ça que ce qui est intéressant, c'est le bilan préopératoire. Et alors, dans le bilan préopératoire, ce papier qui est un peu appelé dans le JHEPATOL très récemment, a évalué l'intérêt du double PET. Quand je dis, vous connaissez le PET scan, c'est la scintille FDG, maintenant il y a un autre PET qui s'appelle le PET choline. C'est un truc qui est utilisé en particulier pour les cancers de la prostate. Et maintenant, et on le fait aussi à Paul Brousse, on associe ces deux PET, PET FDG, PET choline. Et ça augmente clairement le nombre de détections. Et vous voyez que dans cette série qui a été publiée par Mondor sur 177 patients, lorsqu'il y a un problème d'élévation de l'alpha-fétoprotéine, dans 44%, on trouve un nodule. Lorsqu'il y a un doute sur la fonction, sur la vivacité du nodule, on répond à la question. Et dans le domaine de la transplantation, dans 8% des cas, on modifie la stratégie en fonction de lésions supplémentaires. Mais le plus important, c'est ça. Il y a 122 patients chez lesquels on avait un nodule qui était connu. Eh bien, on a modifié la stratégie dans 14% des cas, dans à peu près presque 15% des cas, ce double PET a modifié la stratégie et a permis de découvrir des nouvelles lésions. Et vous voyez que sur les 26 nouvelles lésions retrouvées, eh bien, il y en a 24 qui étaient affirmées sur l'histologie et sur l'évolution tumorale. Donc clairement, le double PET, FDG choline, permet de détecter une nouvelle lésion. Et nous, c'est ce qu'on fait de manière quasi systématique à tous les chirurgies du foie qu'on fait à Paul Brousse sur carcinome hépatocellular. Un autre papier important cette année, c'est ce papier qui a comparé la destruction locale avec de la radiofréquence multipolaire à la chirurgie pour des carcinomes hépatocellulaires de 2 à 5 cm. C'est un papier important publié dans JHEPATOL qui a comparé en monocentrique 62 patients réséqués par rapport à 79 patients traités par RF multipolaire. Il faut bien savoir ce que c'est que la RF multipolaire. Ce n'est pas de la radiofréquence classique, c'est une radiofréquence où en fait on va ponctionner autour de la tumeur. On va faire une sorte d'hépatectomie à la radiofréquence puisqu'on va brûler le tissu autour du cancer. Donc il y a un score d'appariement. Les résultats sont les suivants. Lorsqu'on prend un CHC de 2 à 5 cm unique, chirurgie, radiofréquence multipolaire, donc plusieurs aiguilles autour du cancer, la morbidité est évidemment supérieure dans la chirurgie, ce n'est pas étonnant. Il n'y a rien pour la sévère, mais au global. Alors là, ça c'est important. La récidive locale et la récidive à distance est plus importante dans le bras
destruction multipolaire que dans le bras chirurgie. Il y a indiscutablement une différence majeure. Donc il y a plus de récidive locale et ça va complètement dans ce que je vous disais tout à l'heure. On sous-estime probablement le nombre de lésions et peut-être qu'une chirurgie va emporter plus de lésions invisibles que la célioscopie, la destruction locale. Ce qui est intéressant quand même, c'est que même si ça change évidemment la disease-free survival, eh bien ça ne change pas l'overall survival. C'est-à-dire qu'un carcinome hépatocellulaire de 2 à 5 cm chez qui on peut faire de la radiofréquence multipolaire, dans ce papier, il y a des éléments qui laissent penser que finalement ça donne les meilleurs résultats en termes de survie globale, parce que évidemment ces patients sont derrière transplantés fréquemment. Ça veut dire que si vous n'avez pas la transplantation, faites attention parce que vous n'allez pas obtenir ces résultats-là. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est faisable qu'avec la transplantation derrière, parce qu'indiscutablement, on peut transplanter les gens derrière. Le problème, c'est lorsque vous avez un malade qui est par exemple trop vieux pour pouvoir être transplanté, parce qu'il a plus de 70 ans, eh bien si vous faites de la radiofréquence multipolaire, vous allez avoir des moins bons résultats en termes de récidive à distance, donc plutôt faites de la chirurgie. Si en revanche, vous êtes chez un malade qui est un peu limite pour la chirurgie et qui est dans un programme potentiel de transplantation, eh bien même jusqu'à 5 cm, à partir du moment où vous faites de la RF multipolaire, on peut envisager de faire de la destruction locale plutôt que de la chirurgie. C'est le message important de ce papier. Un autre papier très important dans le domaine du carcinome hépatocellulaire pour moi, c'est cette étude contrôlée chinoise sur l'importance de la chimio-embolisation chez un patient qui a un CHC traité sur hépatopathie B. 285 patients à risque de récidive parmi 1193 patients opérés d'un CHC sur une hépatopathie B entre 2011 et 2014. Je vous laisse imaginer le débit de malades qu'il y a là-bas. Qu'est-ce qu'ils considèrent comme des patients à risque? C'est un CHE de moins de 5 cm avec une invasion micro, 2 ou 3 CHC ou un CHC de plus de 5 cm sans invasion vasculaire. Une étude contrôlée parfaitement bien faite sur le sujet. Et il y a un point clé quand même, c'est que c'est des chimio-embolisations, mais sans embolisation. C'est-à-dire qu'en fait, ils injectent non pas de l'ipiodol, puis ensuite de l'embolisation, ils injectent de l'adria, du lipiodol, mais ils ne font pas d'embolisation. Il n'y a pas d'embolisation, et ça, à peu près 1 mois après la chirurgie, vous voyez que les courbes de survie sont sans appel. Il y a indiscutablement un intérêt à faire une chimio-lipiodol plus de la chimiothérapie en adjuvant d'une chirurgie sur une hépatopathie B pour un carcinome hépatocellulaire à risque. Ça veut dire globalement avec une invasion microvasculaire, et ça sort dans les différentes analyses. Donc c'est vraiment pour moi un message fort, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas beaucoup d'éléments pour dire qu'il faut faire un traitement adjuvant au carcinome hépatocellulaire. C'est pour moi le premier papier qui démontre ça. Alors voilà, pour le carcinome hépatocellulaire cette année, vous voyez qu'il y a finalement des messages importants, pas beaucoup de messages chirurgicaux finalement, parce que la chirurgie en carcinome hépatocellulaire, on a quand même beaucoup travaillé là-dessus, et ce qui est en train de se développer, c'est justement des associations entre la chirurgie et le reste des traitements. En revanche, dans le cholangiocarcinome, on est en train de complètement découvrir cette maladie, et il y a beaucoup plus de papiers maintenant qui sortent sur le cholangioca que dans le domaine du CHC. Ce papier important, 15 centres, 1175 patients opérés R0 et R1. Ils ont exclu des formes particulières de cholangiocarcinome. Et finalement, ils ont regardé 3 types. Le cholangiocarcinome intrahépatique, à distance d'huile, 78% des malades. Le cholangiocarcinome intrahépatique, à proximité d'huile. Et ça, c'est très important. Ce sont des grosses tumeurs qui envahissent le huile par au-dessus, qui sont des tumeurs de plus de 3 cm. Et ensuite, le cholangiocarcinome périhilaire classique, la tumeur de Klatskin dans sa forme habituelle, 14% des malades. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez déjà que la mortalité dans cette série est autour de 8 à 10%, puisque 6% dans les intrahépatiques, 10% dans les grosses tumeurs périhilaires et 7% dans les cholangiocarcinomes périhilaires. Donc ce sont des opérations qui tuent autour de 7 à 10% des cas. Le point important, c'est le suivant. Il y a indiscutablement un pronostic défavorable du cholangiocarcinome intrahépatique périhilaire, grosse tumeur au contact d'huile qui envahit les voies biliaires,
avec comme un élément fort le nombre de ganglions positifs. Vous voyez qu'il y a plus de ganglions positifs dans cette forme-là de tumeur. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on compare les marges, eh bien finalement, là où on a le moins de marge, c'est dans les tumeurs de Klatskin, où on a encore moins de marge que dans cette forme-là de tumeur hilaire. Alors quand on regarde ce que ça donne ça. En fait, si vous regardez, le meilleur pronostic, c'est les intrahépatiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont rarement finalement des ganglions, comme les îles. Et puis, ensuite, viennent les îles et les grosses tumeurs en contact du île, avec initialement des résultats identiques, qui pour moi, là, sont le fait de la marge, parce que dans les périhilaires, on a des problèmes pour avoir des marges, et ensuite, c'est les ganglions qui font la différence. C'est-à-dire qu'on voit qu'à distance, les courbes se séparent, et les patients chez qui on a réussi à être R0, N0, eh bien, on a des résultats qui sont corrects dans les îles, alors que les autres, on est rarement N0, donc ça s'effondre. Je crois que c'est vraiment un message important. Méfiez-vous de ces tumeurs centrales qui, à mon avis, peut-être doivent faire réfléchir à des traitements néoadjuvants. Alors, pour continuer sur le cholangiocarcinome périhilaire cette fois-ci, on ne parle que du périhilaire, on ne parle pas de l'intrahépatique et on ne parle pas de la grosse tumeur au contact du île. Eh bien, vous savez que l'équipe de Naguino est vraiment majeure sur le sujet. Il rapporte cette année 484 malades dans les 10 dernières années. Et alors là, je vous ai parlé tout à l'heure d'une mortalité de 7 à 10%. Eux, ils ont une mortalité de 2%. Donc les Japonais, indiscutablement, ils sont meilleurs que les Français, les Américains, les Allemands réunis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que parmi ces 402 malades, eh bien, il n'y a évidemment que des hépatectomies majeures. Il y a 50 DPC plus hépatectomie, avec des résections artérielles, etc. Et alors, ce qui est intéressant, c'est ça. C'est que finalement, dans les tumeurs d'huile, le problème, c'est le R. C'est-à-dire qu'on coupe, et malheureusement, quand on coupe, on se rend compte qu'on est dans le cancer, et il y a 15% de R1, et c'est un facteur pronostic majeur de mauvaise survie. Ensuite, si on s'intéresse uniquement aux patients R0, c'est-à-dire aux malades qui ont au moins 1 mm, parce que c'est comme ça qu'on définit le R0 dans les tumeurs de Hill, au moins 1 mm, parce qu'on est rarement plus, malheureusement, au mieux 1 cm, mais on est rarement 1 cm, eh bien, dans ce cas-là, il y a 2 facteurs de risque. Un qu'on connaissait, les ganglions, un qu'on ne connaissait pas, l'invasion microvasculaire. L'invasion microvasculaire dans les tumeurs de Hill, au même titre que c'est important dans le carcinome hépatocellulaire, est un élément pronostic avec 40% de ganglions positifs chez les patients R0, ce qui veut bien dire l'importance du staging préopératoire, 38% de maladies microvasculaires à distance. Alors lorsqu'on regarde les résultats, eh bien si on a 0 facteur, si on est R0, N0, on a 67% de survie à 5 ans. Au Japon, ça veut dire avec 2% de mortalité, avec des DPC, etc., etc. Et lorsque on a des facteurs de risque, le R et les deux, le R et le N, eh bien ça tombe rapidement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que probablement la place de la transplantation est quelque chose qui doit se faire évoquer chez les patients chez qui on ne peut pas être R1 puisque la transplantation est R0 puisque la transplantation résoudra ce problème-là puisqu'on enlèvera la totalité du foie. On ne réglera quand même pas le problème des ganglions. Dernière chose, c'est l'intérêt de la radiochimiothérapie. Il y a certaines personnes qui commencent à faire de la chirurgie après radiochimiothérapie dans les tumeurs du Hill, mais c'est anecdotique. Et le truc de l'année, qui en plus est sorti hier, donc c'est pas compliqué, c'est un papier publié dans Nature qui montre que la machine de perfusion normothermique oxygénée est quelque chose qui va permettre de conserver des greffons plus longtemps et mieux que la conservation classique. C'est un papier qui est sorti hier, une étude randomisée, où ils ont regardé sur 220 transplantations et ils ont montré que finalement, il y avait une amélioration de la survie et qu'il y avait moins de graft injury lorsque on utilise ces machines de perfusion qui vont, c'est certain, totalement révolutionner la prise en charge de la transplantation. Donc au total, regardez le BCLC, aujourd'hui la chirurgie limitée en hypertension portale, c'est possible. La radiofréquence no touch dépasse les limites
chez des patients chez qui on ne peut pas envisager de transplantation, chez qui on peut envisager la transplantation, pardon. L'élastométrie s'impose de plus en plus comme un élément qui va permettre de mesurer la qualité du foie. Le double PET FDG choline va s'imposer puisqu'il permet de mieux caractériser la situation. Les cholangiocarcinomes intrahépatiques au contact d'huile sont les pires parce qu'ils sont souvent N+. L'invasion microvasculaire a, comme dans le carcinome hépatocellulaire, un rôle dans le cholangiocarcinome périhilaire. La radiochimiothérapie est importante et le papier le plus important de l'année, c'est celui-là, c'est les machines de perfusion en transplantation hépatique. Je crois qu'il y aura vraiment un avant et un après 18 avril 2018, puisqu'on aura enfin compris l'importance que ça prendra. Je vous remercie.